Bonjour et bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un élément clé de l'apprentissage. On va s'appuyer sur les documents qu'on a pu consulter. Bonjour. Oui, notre objectif aujourd'hui, c'est de vraiment décortiquer une facette spécifique de la méthode PARMA. Exactement, la lettre P. Une simple lettre, mais j'ai l'impression qu'elle cache pas mal de choses, hein. Ah oui, effectivement. La méthode PARMA, juste pour situer très vite, c'est un cadre qui vise à optimiser la formation, l'apprentissage. D'accord. Et ce P initial, c'est une porte d'entrée assez fascinante. Il recouvre plusieurs processus essentiels, importants, et qui concernent aussi bien celui qui apprend, l'apprenant, que celui qui forme. Mhm. C'est cette richesse, en fait, telle qu'elle ressort de nos lectures, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, juste cet aspect du P. Parfait. Alors, allons-y, plongeons dedans. Ce P, si on commence par le côté apprenant, qu'est-ce que ça recouvre concrètement? C'est quoi les premières étapes? Alors, la toute première brique, on pourrait dire, c'est le P de percevoir. Percevoir. Voilà. Il s'agit tout simplement de capter l'information qui nous vient de l'extérieur. Ça peut être quelque chose de symbolique, comme lire des mots, regarder un schéma ou écouter une explication. Oui, Mais ça peut aussi être de l'ordre du moteur, vous voyez, observer un geste technique précis, par exemple, pour pouvoir le reproduire ensuite. d'accord. Et les sources insistent d'ailleurs pas mal sur le rôle du traitement visuel dans tout ça. On y parle de calepins visio-spatial, d'imagerie mentale, de modèles mentaux qu'on construit à partir de ce qu'on voit. Attendez, euh, quand on dit percevoir, ça veut dire que c'est pas juste une réception passive, pas simplement ouvrir les yeux et hop, l'information rentre. C'est un processus plus actif que ça alors. Exactement. Un peu comme quand on cherche délibérément un visage connu dans une foule, ce que certaines sources appellent la recherche visuelle. C'est ça? C'est une excellente image, oui. La perception, ce n'est jamais une simple photographie de la réalité, hein. C'est une construction, c'est actif. Et un point crucial qui est soulevé dans la description de la méthode PARMA elle-même, Oui? c'est que notre mémoire influence directement ce processus. On peut littéralement voir ou entendre ce qu'on s'attend à percevoir. Ah oui? Oui, en fonction de nos expériences passées, de prototypes mentaux qu'on a déjà formés. Donc, la perception n'est pas neutre en fait. Elle est déjà teintée par notre vécu, nos attentes. D'accord, d'accord. Et puis, évidemment, l'attention est capitale ici. On ne perçoit consciemment que ce sur quoi on porte notre attention. Et la modalité de l'information, le canal sensoriel si vous voulez, joue aussi un rôle. Comment ça, afin? Eh bien, une des sources rappelle qu'il est généralement plus facile de traiter en même temps des infos qui arrivent par des canaux différents, mettons visuels et auditifs, que deux flux d'informations complexes dans la même modalité. Ah, d'accord. Comme essayer de suivre deux conversations visuelles en même temps, par exemple. Voilà, exactement. Nos ressources attentionnelles sont limitées et elles semblent un peu spécialisées. Donc, percevoir efficacement, c'est aussi savoir gérer cette attention. C'est très clair. Bon, si la perception, c'est la porte d'entrée, comment l'apprenant choisit ce qui est vraiment utile parmi tout ce qui se présente à lui? C'est là qu'intervient le deuxième P, celui de prélever. C'est ça. Prélever, c'est l'étape suivante. C'est sélectionner activement les informations pertinentes, celles qui sont utiles pour la tâche ou le problème qu'on a à résoudre. Mhm. Et ces informations, elles peuvent venir de l'environnement extérieur, ce qu'on est en train de percevoir, mais aussi, et c'est important, de nos propres connaissances stockées en mémoire. C'est un tri constant en fait. D'accord. Un tri. Oui, et ce tri, il sollicite fortement ce qu'on appelle la mémoire de travail et les fonctions exécutives. C'est ces capacités mentales qui nous permettent de maintenir l'info, de la manipuler, de la mettre à jour pour pouvoir raisonner et agir. Ok. Imaginez un chef cuisinier devant un étal de marché bien fourni, il prend pas tout au hasard, hein. Non, bien sûr, il prélève spécifiquement les ingrédients dont il a besoin pour sa recette, en fonction de son objectif. C'est un peu ça, prélever. Filtrer le bruit, identifier les éléments clés et les extraire pour les utiliser. Une bonne image. Certains systèmes d'aide dans des logiciels mentionnés dans une source font un peu ça. Ils guident l'utilisateur pour extraire et intégrer les bonnes infos au bon moment. Prélever, c'est vraiment ce filtrage intentionnel. D'accord, donc on a perçu, on a prélevé les informations clés, et ensuite, La documentation de Parma donne cet exemple assez parlant. On voit une pièce de monnaie, ça c'est la perception, puis on ferme les yeux et on génère une image mentale de cette pièce. C'est ça qu'ils appellent la perception, cette capacité à créer une image dans sa tête. c'est précisément ça. La perception, c'est cette étape où l'on va générer
une représentation mentale interne, souvent visuelle ou spatiale d'ailleurs, à partir de ce qu'on a perçu ou prélevé juste avant. D'accord. Les termes d'imagerie mentale, de simulation mentale reviennent beaucoup dans les sources pour décrire ce processus. C'est comme si on créait une sorte de maquette interne de l'information. Une maquette interne, j'aime bien l'idée. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que c'est pas juste une photo statique qu'on rappellerait comme ça. C'est une représentation active qu'on peut manipuler. Ah oui, oui, oui. Oui, les recherches sur la rotation mentale, par exemple, montrent bien qu'on peut faire tourner mentalement des objets en 3D dans notre tête. On peut aussi utiliser ces simulations internes pour comprendre des mécanismes, anticiper des conséquences. Comme imaginer le fonctionnement d'une machine, par exemple. Exactement. Ou le déroulement d'un processus physique. La perception, c'est vraiment la construction et l'utilisation de ce théâtre mental intérieur. Fascinant. Donc, cette simulation mentale, cette aperception, c'est comme avoir un véritable laboratoire d'essai dans sa tête avant même de toucher à quoi que ce soit de réel. Et ça, concrètement, ça aide vraiment à apprendre. Énormément, Hmm. vraiment. Une des sources parle du principe d'imagerie. En gros, le fait d'imaginer activement la solution ou le processus après avoir étudié un exemple concret, Oui, c'est très bénéfique pour la rétention et la compréhension. C'est même souvent plus efficace que de simplement relire ou réétudier l'exemple passivement. intéressant. Et la pensée créative, qui est aussi mentionnée, s'appuie énormément sur cette capacité à simuler, à jouer avec des images mentales, qu'elles soient littérales ou plutôt métaphoriques. On voit même parfois des gens faire des gestes, hein. Ah oui, Oui, des gestes qui semblent mimer ce processus mental interne, comme s'ils manipulaient physiquement l'image dans leur tête. incroyable. Continuons sur le versant de l'apprenant. La description de PARMA indique que le P touche aussi à un aspect plus subjectif, on pourrait dire, la croyance de l'apprenant dans sa capacité à réaliser la tâche d'apprentissage. L'état d'esprit, la confiance en soi. Ça semble donc être un ingrédient fondamental de ce P. Absolument fondamental. C'est une dimension vraiment cruciale de l'engagement dans l'apprentissage. Les sources qu'on a consultées convoquent ici plusieurs concepts importants. Comme quoi, par exemple? On trouve l'auto-efficacité, c'est-à-dire cette croyance en sa propre capacité à réussir une tâche spécifique. Il y a aussi la compétence perçue, la façon dont on évalue globalement ses aptitudes dans un domaine donné, et même l'optimisme dit pratique. L'optimisme pratique. Oui, cette tendance à croire qu'on peut influencer positivement les événements par ses propres actions. En gros, croire que ce qu'on fait a un impact. D'accord. Et la conséquence de ces croyances? Elle est directe et puissante. Si un apprenant ne croit pas que ses efforts vont mener au succès, ce qu'une source appelle une attente de résultats négative, eh bien, pourquoi s'investirait-il? Logique. La motivation risque de s'effondrer si l'on pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle ou que l'objectif est hors de portée, quoi qu'on fasse. Cette croyance en la faisabilité, c'est donc un moteur essentiel. Vraiment. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et peut-être un peu complexe. Parce que ce même P de Parma est aussi explicitement lié aux préconceptions et aux représentations de l'apprenant. Tout à fait. C'est-à-dire tout ce bagage d'idées, de connaissances, parfois justes, parfois erronées, qu'il amène avec lui. Ce n'est donc pas juste une question de confiance, c'est aussi ce qu'il pense déjà savoir, en fait. Exactement. Et c'est un point absolument central dans la recherche sur l'apprentissage depuis des décennies. Nos connaissances antérieures, y compris nos intuitions, nos théories naïves, ou même nos idées fausses bien ancrées, Oui, elles agissent comme un filtre. Un filtre à travers lequel nous interprétons toute nouvelle information. Elles façonnent notre compréhension, elles orientent notre attention. On ne part jamais d'une page blanche. Jamais. le filtre des connaissances antérieures. Voilà. Et là où ça devient délicat, c'est que ces préconceptions peuvent être très, très résistantes au changement. Une source rappelle le fameux biais de confirmation. Le biais de confirmation. Oui, c'est notre tendance naturelle à rechercher, interpréter et mémoriser les informations qui confirment nos croyances existantes, et en même temps à ignorer ou minimiser celles qui les contredisent. Ah oui, je vois. C'est très humain, ça. Très. Du coup, comprendre et prendre en compte ces représentations initiales de l'apprenant, même si elles sont fausses, c'est absolument vital pour un enseignement efficace. On ne peut pas juste plaquer la nouvelle information par-dessus et espérer que ça tienne. Il faut travailler avec ces préconceptions. D'accord. On a bien exploré, je crois, le côté apprenant, avec percevoir, prélever, aperception, et l'impact crucial des croyances et préconceptions. Maintenant, si on bascule du côté du formateur, le P de Parma l'inclut aussi avec le verbe « présenter ».
J'imagine que là aussi, il ne s'agit pas simplement de livrer le contenu brut, de le déverser. Ah non, on est loin de la simple livraison. Bien sûr, présenter, ça couvre le fait de clarifier les objectifs, de mettre à disposition le matériel pédagogique, etc. Mais l'essence, vraiment, qui est soulignée par la méthode Parma et confirmée par les sources, Oui? c'est de partir de ce que l'apprenant sait ou croit savoir, justement de ces fameuses préconceptions et représentations dont on vient de parler. C'est le point de départ incontournable. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Partir de l'apprenant, exactement. Et la structure de la présentation est également clé. La recommandation est claire, commencer par donner une vue d'ensemble, un cadre général, exposer les informations dans leurs ensembles, comme ils disent, avant de plonger dans les détails spécifiques. Ah oui? Oui, c'est pour aider l'apprenant à construire une sorte de carte mentale globale avant d'aller explorer les rues et les ruelles. Comme donner cette carte générale de la ville avant d'explorer les quartiers, oui, c'est une bonne image. Et la méthode suggère aussi de proposer plusieurs itinéraires, plusieurs points de vue. Pourquoi c'est important de ne pas donner une seule bonne façon de faire ou de voir les choses? C'est une excellente question et l'analogie de la carte est tout à fait juste. Proposer plusieurs perspectives, différentes méthodes pour résoudre un problème ou différentes interprétations d'un concept, Hmm, ça enrichit la compréhension et ça favorise la flexibilité mentale. Ça montre qu'il n'y a pas toujours une seule réponse unique et ça aide l'apprenant à construire un savoir plus nuancé, mieux connecté. d'accord. Et en plus, l'utilisation d'exemples concrets variés et d'analogies parlantes est cruciale pour ancrer les principes abstraits dans le réel, pour les rendre plus accessibles, plus palpables. Logique. L'objectif fondamental de cette présentation réfléchie, c'est de construire un pont. Un pont solide entre les connaissances existantes de l'apprenant, même si elles sont erronées, et les nouvelles idées, surtout si ces nouvelles idées sont contre-intuitives. Construire un pont. Oui. Une source donne l'exemple fascinant de Clément, en physique, qui utilisait des analogies intermédiaires, des ponts conceptuels, pour aider les étudiants à passer progressivement de leur conception initiale, souvent fausse, à la conception scientifique correcte. Il ne s'agit pas d'ignorer le point de départ, mais de l'utiliser comme un levier, en fait. C'est habile. Et puis, bien sûr, il y a un aspect très pragmatique de la présentation, qui est mentionné explicitement dans la méthode Parma, et confirmé par toutes les recherches sur la charge cognitive. Oui, la charge cognitive. C'est de respecter les limites de la mémoire de travail. Il faut éviter de submerger l'apprenant avec trop d'informations nouvelles et complexes en même temps. Ne pas noyer l'apprenant. Exactement. Et c'est là que des principes comme celui de la modalité, dont on parlait un peu tout à l'heure, entrent en jeu. Combiner un support visuel avec une explication orale, par exemple. C'est souvent plus efficace que du texte très dense tout seul ou une image complexe sans explication. Parce que ça répartit la charge entre les canaux visuels et auditifs. D'accord, très concret ça. Et pour boucler la boucle avec les préconceptions, la méthode insiste sur le fait que le formateur doit interroger ses représentations initiales. Comment on fait ça, concrètement, dans la manière de présenter ? Ce n'est pas juste poser des questions pour vérifier la compréhension à la fin. Non, c'est bien plus profond que ça. Il s'agit vraiment de poser des questions qui poussent l'apprenant à expliciter sa pensée, à justifier son raisonnement, à explorer des alternatives. Ah oui! Quel genre de questions? Des questions ouvertes, du type Pourquoi penses-tu cela? Comment expliquerais-tu ce phénomène? Et si on modifiait ce paramètre, qu'est-ce qui changerait d'après toi? Ce type de questionnement qu'on appelle métacognitif. Méta. Oui, ça aide l'apprenant à prendre conscience de ses propres modèles mentaux, à identifier leurs limites ou leurs contradictions, et surtout à les réviser activement. C'est un moteur puissant pour un apprentissage en profondeur durable. D'accord. Et dans cette dynamique, le feedback devient essentiel. Pas juste une note à la fin, mais des retours réguliers, spécifiques, qui indiquent à l'apprenant non seulement s'il est sur la bonne voie, mais surtout comment il peut s'améliorer. Le comment? Oui, quelles stratégies sont plus efficaces? Où se situent les erreurs de raisonnement? Un bon feedback, ça réduit l'écart entre la performance actuelle et l'objectif visé, et ça guide l'apprenant dans la reconstruction de sa compréhension. C'est vraiment une partie intégrante d'une présentation efficace. Impressionnant. Franchement, ce PEPD de Parma est bien plus qu'une simple lettre. C'est tout un écosystème, en fait. Si j'essaye de résumer, du côté de l'apprenant, on a le processus actif de percevoir et prélever l'information, Oui, puis de la transformer en représentation mentale via la perception.
Tout ça est influencé par ses croyances sur ses capacités et ses préconceptions ou représentations existantes. C'est ça, et en face, le formateur doit présenter le contenu en tenant compte de tout ça. Partir de l'apprenant, structurer l'info, offrir de perspectives multiples, gérer la charge cognitive et interroger activement les idées reçues. C'est une excellente synthèse. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond? Pour moi, ça met vraiment en évidence de manière éclatante que l'apprentissage n'est jamais une simple transmission passive, un savoir qui irait du formateur vers l'apprenant. C'est une co-construction active, dynamique, Absolument. où les processus internes de l'apprenant et les stratégies pédagogiques du formateur sont intimement liés par ce P. Tout à fait. Votre résumé capture bien cette richesse. L'apprentissage efficace, il émerge de cette interaction complexe. Ce n'est pas recevoir, c'est traiter, construire, reconstruire. Ce P nous rappelle que l'acte d'apprendre engage la perception, l'attention, la mémoire, l'imagination, les émotions liées à la confiance en soi et, bien sûr, les structures de connaissances préexistantes. Tout ça en même temps. C'est vertigineux presque. Et ce qui est fascinant ici, je trouve, c'est de constater à quel point ces différents aspects du P sont interconnectés. La manière dont le formateur présente l'information va influencer directement la perception et le prélèvement par l'apprenant. Bien sûr. Renforcer la mémorisation. Le P tisse vraiment un lien indissociable entre les dimensions cognitives, affectives et pédagogiques de l'apprentissage. C'est un tout. Une dernière pensée peut-être pour prolonger notre réflexion en nous basant sur ce qu'on a exploré. On a vu que la perception fait souvent appel à l'imagerie visuelle ou spatiale. On voit des choses dans notre tête. C'est très présent dans nos sources. Oui, c'est vrai. Mais certaines suggèrent aussi l'existence d'autres formes d'imagerie humélie. Auditive, entendre une musique, une voix dans sa tête, ou kinesthésique, ressentir un mouvement ou une texture. Intéressant. Alors, la question que je me pose, c'est comment pourrait-on, que l'on soit apprenant ou formateur, cultiver ou exploiter plus consciemment ces autres modalités sensorielles dans le cadre de ce MELI? Comment est-ce que l'imagerie auditive ou kinesthésique pourrait venir enrichir la compréhension ou l'acquisition de compétences au-delà du visio-spatial qui semble un peu dominant? C'est une piste à creuser peut-être. C'est une excellente question pour ouvrir la réflexion, oui. Comment mobiliser tous les sens de l'esprit, en quelque sorte? Voilà qui conclut notre analyse du MELI de la méthode Partema pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration Merci. et à la prochaine fois.